le Before DGG, l'équipe au grand complet. Vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Before DGG pour toutes vos réactions. Vous voulez commenter, votre avis nous intéresse au compte de cette émission. Le rêve de passer Noël à la maison de Kassori, Lucie et Ninabe ne sera plus possible. La Cour suprême décide de proroger le délibéré le 10 janvier prochain. Il faut rappeler que ces anciens dignitaires sont poursuivis pour des faits de détournement de deniers publics par la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Et nous en parlerons tout à l'heure avec l'un des avocats. L'efficacité de la diplomatie guinéenne encore à l'épreuve dans une affaire qui concerne la dignité humaine. Cette fois-ci, il s'agit du tandem ministère des Affaires étrangères et la représentation guinéenne au Maroc. En effet, un jeune Guinéen du nom de Lansine Camara a perdu la vie dans des conditions jusque-là qui ne sont pas énumérées, ce qui chagrine sa famille, la perte de leur souhait, le rapatriement du corps s'est vu opposer le coût élevé de ce genre d'opération estimé à plus de 35 millions de francs guinéens. L'ambassade guinéenne au Maroc a appelé à la rescousse, a affirmé ne pas disposer de moyens financiers pour la cause. On en parle avec les membres de la famille. Dans un court instant également, nous parlerons de ce dossier Bill Gates. Que sont devenues ces voitures? Est-ce que ça a été déposé effectivement à la CRIEF? On en parle avec Babila. Et c'est quoi Alphonse Mara? Nous allons revenir aussi sur l'ONU, la question des documents de voyage, les titres de séjour. Qu'en est-il de la mise en place de l'Office national de l'identification? Eh bien, on en parle avec notre invité de parcours. Ce matin, vous écoutez Before DGG. Merci de nous rejoindre et bienvenue. Et déjà, nous avons nos chroniqueurs sur le plateau avec nous. Et on revient avec vous, Emmanuel Laloua. On a écouté Baouri avant de clôturer ce sujet sur ce cadre de dialogue, la mise en place du comité de pilotage, de suivi et d'évaluation des conclusions. Avec ce décret, et quel est votre avis, votre grille de lecture? Premièrement, il faut saluer la mise en place de ce comité de suivi et évaluation. Moi, la première question que je me suis posée quand j'ai vu le décret, c'est de savoir quelle va être la marge de manœuvre de ce comité de suivi et évaluation, premièrement. Parce qu'on sait tous que c'est un ensemble de points qui est soulevé dans les conclusions. Et parmi ces points-là, il y a des points qui sont sujets à polémique, j'ai envie de dire, puisque le trio qui est parti voir le président Embalo Sissoko, je pense qu'il observe des griefs par rapport à certains points contenus dans cette conclusion-là. Est-ce que le comité de suivi et évaluation aura la latitude de pouvoir recevoir ces réclamations-là et éventuellement les discuter pour voir quelle suite leur donner? C'est la première question que je me pose. Et puis, la seconde, c'est par rapport à la constitution de ce comité-là. Vous savez, une institution n'est que par les personnes qui la composent. On a vu 5 personnes représentant le CNRD, 5 personnes représentant les partis politiques, et sauf que le décret d'abord ne précise pas qui nomme le président de ce comité de suivi et évaluation. Ça, c'est la première question que je me suis posée. C'est précisé. Alors, je pense que j'ai... Mon cher Emmanuel... Alors, le président, ça va être le Premier ministre... c'est le Premier ministre juste, alors, qui va prendre un arrêté pour nommer les membres du comité... D'accord. Merci pour la rectification. Alors, autant pour moi, mais si c'est le Premier ministre... Peut-être le vrai débat, ça va être la moralité. Ça va être la moralité, mais vous savez que lorsque c'est une personne qui vous nomme, on est humain. Et quoi qu'on dise, quoi que nous ayons certaines vertus que nous regorgeons, on est parfois tenté par un sentiment de redevabilité. Il faut être très clair, il faut être sincère pour le dire. Donc le fait que ce soit le Premier ministre qui nomme le président de ce comité de suivi et évaluation, pour moi, il faut un peu nuancer la chose parce que cela pourrait donner une certaine orientation. Peut-être que même s'il le nommait, discuter peut-être en amont. Précision, ceux qui ont participé à ce dialogue. Précision importante, il est dit que le comité se retrouve une fois dans le mois et que c'est le Premier ministre qui rend compte au président. Quand c'est comme cela, ça devient compliqué. C'est justement l'une des craintes de cette partie qui n'a pas accepté d'être autour de la table parce qu'il a été demandé par cette troïka que ce soit sous le leadership à la fois de la CEDEAO et de la communauté internationale pour jouer un peu au rôle d'arbitre afin que les recommandations issues du dialogue soient respectées. Oui, mais en fait, par rapport à ça, il n'y a pas de crainte parce que le même décret précise que les ambassadeurs
et autres représentants diplomatiques en qualité d'observateur, en qualité d'observateur. Donc je ne vois pas le Premier ministre prendre le risque de se mettre à dos toute la communauté internationale. Mais en qualité d'observateur. Oui, mais les observateurs, c'est pas des moindres personnes, c'est des diplomates qui représentent des institutions internationales et des pays. Donc ça, c'est un point à noter. Il faut éviter de ramener le défaut de confiance qui existe entre nos acteurs dans ce cadre-là. Le président a manifesté sa volonté en prenant le décret. Le Premier ministre est désigné pour présider ce comité. Et au-delà, il y a des représentants de chaque organisme qui est participé à ce dialogue. Donc aujourd'hui, il faudrait laisser le soin au Premier ministre de désigner, avec la proposition des autres, les membres qui vont le constituer et voir comment le premier mois va se passer. Parce que c'est mensuel, les rencontres. Donc savoir comment le premier mois va se passer et ensuite juger. Parce que les préjugés sont aujourd'hui le premier facteur. Ce qui va se passer, ça sera sur la base de ce qui a été dit. Donc aujourd'hui, les préjugés, c'est véritablement le premier facteur ou la cause de tous les problèmes en République de Guinée. Parce qu'on sait, chacun sait ce que l'autre pense sans véritablement être dans la tête de l'autre. Et c'est ce qui pourrait être un facteur limitant à la tenue de... Allez-y, Manu. Alors, moi, de l'un dans l'autre, par rapport à la démarche que va suivre ce comité de suivi et évaluation, je voudrais que le président Mamadi Doumbouya, puisque le décret qu'il vient de prendre pour créer ce comité-là est dans le sens de donner droit au dialogue interguinéen. Je pense qu'il devrait faire plus. En tout cas, en tant que représentant du CNRD et tout, il devrait faire plus. Vu qu'il veut donner du sens à ce dialogue-là. Pourquoi je le dis? Il y a une recommandation qui a attiré mon attention dans les conclusions. Diligenter les procédures judiciaires. Ça veut dire que dans la salle des travaux qui ont eu lieu, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine lassitude pour ce qui est des procédures judiciaires. Qu'il y avait des petits soucis à ce... De la lenteur dans le train. De la lenteur. Pour quelle ambition? Pour quel but? Point d'interrogation. Je pense que le président de la transition... Qui est-ce qui est en train d'occasionner cela aussi? Exactement. Donc je pense qu'il doit y avoir plus comment on appelle ça, d'actes conséquents par rapport à cela. Parce que hier, je vous parlais du fait que lorsque votre enfant a fait des bêtises et que vous voulez le corriger ou que vous voulez le conseiller, vous dites viens, je vais te conseiller, mais en même temps, il voit la chicotte derrière vous, ça va être compliqué pour lui de prendre tout le risque possible pour s'approcher de vous. Donc je pense que les autorités de la transition doivent faire doivent s'y mettre pour que toutes les conditions soient réunies à ce que les interlocuteurs, en ce qu'il s'agit le trio, l'UFDG, le RPG, pour que tout ceci là puisse venir à la table de négociation véritablement en ayant confiance que leurs recommandations seront prises en compte. J'ai été très silencieux depuis le début de cette émission parce que j'ai observé certaines personnes dire que les leaders politiques par rapport à leur poursuite, qu'ils devraient faire comment je vais dire ça, le socio-patriotique de venir participer à ce dialogue et tout. Mais vous savez que depuis le départ, quelle est la démarche que le CNRD a eue vis-à-vis de ces partis politiques-là? À un moment donné, on avait même l'impression que pour le CNRD, les leaders de ces partis étaient persona non grata. On les invitait pour leur faire des injonctions, on les invitait... On fixait le cap. On fixait le cap. Et il faut suivre. Exactement. Et vous avez vu Mouri Kondé qui a invité les leaders sans pour autant qu'on ait des thèmes de référence qui soient retrouvés, fixés, j'ai envie de dire. Donc, c'est tous ces éléments-là qui ont contribué à rendre le CNRD, à décrédibiliser le CNRD. Et c'est cette crédibilité qu'il va falloir rétablir à travers ces différentes actions, notamment le fait de diligenter les procédures judiciaires. Et voilà ce qui vient de dire Emmanuel Loa. Et on va essayer à présent de s'intéresser, puisqu'on parle de justice, vous me tendez la perche, on va aller sur le cas Kassori. Ceux qui attendent encore, ils vont encore continuer à ronger leurs freins parce qu'on pensait qu'ils allaient passer les fêtes de fin d'année dans leur famille, mais il faut encore attendre avec la Cour suprême puisque l'affaire avait été portée devant la Chambre de contrôle. Le procureur avait fait appel à un moment donné de cette liberté provisoire et aujourd'hui il faut continuer à patienter. Babila, et on va tout à l'heure joindre Maître Bérété pour prendre la parole, mais d'ici là, qu'est-ce que cela vous inspire? Énième report, il faut continuer à attendre. Beaucoup estiment qu'aujourd'hui, maintenant on n'est plus dans une question judiciaire, mais dans un acharnement.
Est-ce que c'est votre avis? Avant, il faut rappeler que c'est depuis le 19, depuis le mois d'août dernier que le recours des avocats de Kassory et ses co-détenus avait été introduit auprès de la Cour suprême pour leur remise en liberté. Alors, du mois d'août, le dossier avait été programmé pour le début du mois de novembre. Et au début du mois de novembre, on s'est retrouvé, il y a eu un report encore pour le 19 décembre, soit un mois carrément. Et donc, le 19 décembre, le dossier, normalement, on devrait statuer sur le dossier parce que les plaidoiries avaient été bouclées. Toutes les procédures, ou en tout cas l'audience s'est tenue, le débat a eu lieu, les plaidoiries ont été faites. Eh bien, qu'est-ce qui attendait? C'est justement le délibéré. Le délibéré qui avait été programmé pour le 19 décembre a encore été reporté pour hier. Pour hier, normalement, chacune des parties s'attendait à ce que les dossiers, tout soit bouclé. Très malheureusement, les dossiers, vous voyez, il y a tous les dossiers qui étaient inscrits au rôle. On a commencé à dérouler certains dossiers. Dès qu'on est arrivé au cas des détenus de la CRIEF, automatiquement, il a été notifié sur un tableau que l'audience est renvoyée pour le 10 janvier prochain. Ce qui laisse en tout cas, ou ce qui renforce davantage la conviction de ceux-là qui pensent que là, nous ne sommes plus dans le cadre d'une poursuite judiciaire, qu'il aurait bien des mains noires qui seraient en train, n'est-ce pas, d'édicter des injonctions à la justice afin de continuer à maintenir ces anciens dignitaires en détention. En détention. Nous avons, pour être plus clair, nous avons Maître Sidiki Berete en ligne, l'un des conseils de Dr Ibrahim Kassory Fofana. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, cette décision de mise en liberté conditionnelle de votre client est prorogée au 10 janvier 2023 et c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'il soit libéré. Et comment avez-vous accueilli cela et quelle est votre grille de lecture? Bon, nous, malheureusement, c'est une décision de justice, on est obligé de la respecter contre notre volonté, mais le problème c'est que c'est la justice qui est sapée parce que son autorité commence à être liée à la transition et c'est extrêmement grave pour quelqu'un qui est malade pour une question de liberté. Kassory a bénéficié 3 fois de la liberté parce que les juges des instructions là, les 3 juges de poule, ils n'ont rien trouvé contre Ibrahim Kassory de quoi de détourner. Et son état de santé étant précaire, ça fait 3 fois on accorde la liberté, on piétine, on exerce des recours non fondés, et quand on vient devant la Cour suprême, comme on ne peut pas contourner la loi, et aussi faire sa consulter pour avoir une décision de conscience. C'est extrêmement grave quand au sommet de la justice même, si malheureusement on peut tenter à fléchir devant la loi, je crois que c'est extrêmement grave. Mais qu'est-ce qu'on peut? Notre dignité est dans la main de Dieu, sa liberté, sa santé, donc on garde la foi parce qu'il n'y a plus de loi. Alors, Maître, depuis le mois d'août, vous avez introduit justement votre recours devant la Cour suprême, la plus haute juridiction, pour l'application justement des décisions qui sont issues des chambres à la fois de l'instruction et de la chambre du contrôle de l'instruction en faveur de la libération de vos clients. Comment comprendre que la procédure ait pris autant de temps ou continue de prendre autant de temps devant la Cour suprême? Le problème, c'est que ce n'est plus la procédure, c'est purement politique. On veut les faire taire, on veut les décourager, on veut les abattre, les anéantir, on veut les démoraliser. Ce qu'on peut, c'est de regarder maintenant le ciel, parce que la boussole qu'on a dit, la justice sera la boussole, c'est devenu, on a sapé la justice de son impérium. C'est extrêmement grave, parce que franchement, la justice ne pouvait pas tomber aussi bas. La transition là est une solution amère pour la justice. Les magistrats refusent d'assumer, d'appliquer la loi. Et c'est extrêmement grave. Parce que qu'est-ce qu'on reproche à Kassory?
Depuis le 6 avril 2022, il est en détention préventive. La même chose que Dr Diané, oui, etc. Et malheureusement, on a pris en flagrant délit. Ça veut dire que les faits étaient clairs. Mais de là, on a contourné, on est parti à l'info. Pour un détournement, on ne montre aucun franc, on ne montre pas un fait précis. Pour corruption, on ne sait pas qui est corrompu, qui est corrupteur. Pour enrichissement illicite, on ne montre pas un bien qui ne justifie pas, vos revenus ne pourront pas justifier. Donc, on est dans simple infraction égrenée pour pouvoir faire tromper le peuple pour dire qu'il y a quelque chose, mais il n'y a rien. Allons-y au procès. Vous allez venir à la salle d'audience, on verra ce qui est dans nos dossiers. Pourquoi on le refuse un procès, on le refuse la liberté, malgré qu'il soit malade? Alors, qu'est-ce qu'on peut de dire que ça ne va pas en Guinée par rapport à la loi? La justice est tombée aussi bas. C'est ça le problème. Allez-y, Caps. Alors, Maître Belleté, à vous entendre ce matin, c'est comme s'il n'y avait plus aucune solution, il faut suivre aucun espoir, il faut suivre les autorités de la transition. Est-ce qu'à pareil cas, il n'y a pas de recours possible auprès de la haute cour de justice de la CEDEAO? Est-ce qu'il n'y a pas de voie de recours possible à ce niveau? C'est cette justice-là qu'on va revendiquer, on va exiger l'application de la loi et cette justice-là va déclarer la liberté de l'éducation. On va nulle part. La loi est là pour être appliquée. On va continuer à lutter. On va continuer à lutter conformément à la loi. C'est pourquoi on a obtenu 4 procédures, 4 libertés. 4 jours que Dieu fait, on va continuer à bousculer. Il ne faut pas tenir aussi longtemps. Parce qu'il faut que la force reste à la loi. D'accord. Maître, venons-en au cas de Dr Louiseni Nabé, qui depuis plusieurs mois est souffrant. Les certificats médicaux l'ont clairement détaillé. Dites-nous, qu'en est-il aussi de sa situation pour qu'il puisse bénéficier des soins adéquats en dehors de notre pays? Il a été conseillé qu'il soit soigné par un spécialiste et l'intervention sur son cœur ne peut être faite en France. Le médecin, les frères sont là, le contact est là, mais on lui refuse la sortie. Et son dossier, on lui reproche que l'or qui est déposé à Afinor en Belgique, et comme il était gouverneur, et l'or là est parti. Mais l'or là, ça appartient à la Banque centrale. L'or existe, pourquoi on poursuit le CNU pour ça? Et quelqu'un qui est malade, c'est un problème de cœur, c'est vital. On lui dit d'être évacué, on refuse. Et on lui met une caution de 10 milliards. Il a 21 milliards. Ce qu'il peut. Mais les 9 milliards n'a fait le recours. Il est bloqué pour ça. Je crois que de toute façon, on risque d'arriver à l'irréparable. Parce que s'il n'est pas soigné, si le cœur lâche, ça veut dire qu'on va le perdre. Et l'histoire est témoin. Chacun va assumer devant l'histoire. D'accord, allez-y. Alors, Maître Belleté, on ne souhaite pas qu'on en arrive là. C'est pourquoi ma question va sur 2 volets. Le premier volet, c'est justement, vous vous rappelez, au temps du feu Louiseni Camara, le procureur spécial de la CRIEF disait qu'il n'y avait eu officiellement aucune demande venant de ses avocats pour demander son évacuation. Dites-nous ce matin, est-ce que pour Louiseni Nabé, est-ce qu'il y a eu une demande officielle adressée à la CRIEF qui demande son évacuation? Ça, c'est le premier volet de ma question. Le second volet, est-ce qu'hier on a vu le cas de Sékou Yaya qui a apparu du côté de la Guinée-Bissau, qui avait bénéficié d'une sortie pour aller se traiter? Est-ce que ce cas aussi ne viendrait pas rendre des choses un peu plus compliquées à vos yeux? Pour vos clients. Bon, comparaison n'est pas raison, mais en ce qui concerne le CENI, il n'est pas homme politique, c'est un cadre de la République de Guinée qui a servi la Banque centrale. J'ai formulé personnellement 5 demandes d'évacuation contre des de la CRIEF. Donc il n'y aura pas de faute professionnelle reprochée aux avocats. Mais les demandes là ont été systématiquement rejetées sans fondement. Et on sait que ce dont il souffre, c'est vital. S'il n'est pas autorisé de son cœur, il va perdre la vie. Mais on refuse, on rejette. Alors, moi, devant l'histoire, ma conscience est tranquille. J'ai tout fait. J'ai formulé la demande. C'est ce que l'avocat peut soumettre au juge. Si les juges refusent, le procureur au service de la transition, le procureur spécial, il refuse de dire le droit. Il refuse de dire la vérité aux choses à la transition. C'est lui qui utilise le double langage. Donc tout le monde est trompé. Tout le monde est amené en bateau. Alors, on va garder le ciel. C'est qu'on peut, c'est d'exiger l'application de la loi. Mais il est malade et j'ai formulé la demande 5 fois et contre des de la CRIEF, il n'y a pas de solution.
Voilà, Maître Sidiki Berete, l'un des conseils de Dr Ibrahima Kassouri Fofana Lucini Nabé. Merci, Maître, d'avoir accepté notre invitation et surtout, bon courage à vous. Merci et la lutte continue. Merci. On va jamais lâcher. Merci beaucoup, merci beaucoup, Maître. On va marquer une courte pause. On va recevoir d'une minute à l'autre notre second invité. Sur Espace, ici, nous donnons sur l'exclusivité, la quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le Before DGG, tous les matins, 9h midi. De retour sur ce plateau, nous avons écouté Maître Sidiki Berete Babila. Il parlait du cas Kassouri, mais également qui irradie sur le cas Luceni Nabé, qui est malade avec des problèmes cardiaques. Je pense qu'il faut faire très attention, Guiba. Très attention avec la détention prolongée de ces anciens dignitaires. Jusqu'ici, depuis leur placement sous mandat de dépôt, entre avril, mai, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu droit à un procès, et le cas spécifique de Kassouri qui avait été placé sous mandat de dépôt sur la base de ce qu'on appelle le flagrant délit, et après qu'on ait abandonné, n'est-ce pas, cette voie pour passer par la voie de l'instruction, jusqu'ici rien n'a abouti, et qu'il y ait des ordonnances au sein même de la CRIEF venant des magistrats de siège qui ont expliqué clairement que les éléments pour lesquels il est poursuivi ne sont pas suffisants pour renouveler son placement sous mandat de dépôt. Par plusieurs fois, cela a été fait. Et au niveau de la chambre... C'était le 1er décembre. Justement, et au niveau de la chambre de l'instruction et au niveau de la chambre du contrôle de l'instruction. Bien entendu, il est du droit du procureur spécial, n'est-ce pas, de s'opposer à ces décisions auprès de la Cour suprême par le biais ou à travers le pourvoi en cassation, ce qui a été fait. Mais le malheur auquel nous sommes en train d'assister aujourd'hui est que la Cour suprême, ce n'est pas n'importe quelle juridiction dans notre pays. C'est la plus haute, le dernier recours. La dernière voie, peut-être qu'il faille user pour espérer être rétabli dans ses droits. Et on dit que les arrêts de la Cour suprême sont sans appel. Si cette Cour suprême vers laquelle on se tourne, c'est comme la justice divine sur terre, parce qu'après elle, il n'y a plus rien, il faut croiser les bras, c'est fini. Si on s'oriente vers cette Cour, espérant qu'elle va agir convenablement, conformément dire le droit, conformément à la loi, si cela n'est pas fait, parce que j'ai du mal à comprendre que depuis le mois d'août jusqu'ici, pour statuer sur un dossier de mise en liberté, que cette Cour ne soit pas en mesure de le faire, sincèrement, il y a lieu de s'interroger sur peut-être l'indépendance même de cette Cour vis-à-vis des autorités de la transition. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, il y a des langues qui se délient dans l'ombre, qui nous apprennent que certains magistrats de cette Cour avaient été reçus il y a quelques jours du côté du Palais V, et que des instructions auraient été données là. Même hier, nous apprenons, même si on n'a pas d'éléments tangibles pour confirmer ces informations, le dossier de ces prévenus, notamment le cas Luceni, le cas de Dr Kassouri, devrait connaître en tout cas leur aboutissement hier. Et qu'à un moment donné, que des coups de fil auraient été passés, et par la suite desquels on a finalement décidé de renvoyer, n'est-ce pas, nous, on n'a pas cette le délibéré. Mais ce que je sais, Guy Bamilimono, oui, depuis quelques jours, je t'apprends cela, depuis quelques jours, j'ai l'information comme quoi que ce dossier allait être renvoyé au mois de janvier. Ça, depuis 2 semaines déjà, j'avais cette information qu'on n'allait pas, que la Cour n'allait pas statuer sur le dossier de Kassouri Luceni en ce mois de décembre, mais plutôt au mois de janvier. Et croyez-moi, ce n'est même pas le 10, bien que c'est renvoyé au 10, on nous informe ou on nous apprend que ce serait au 27 janvier prochain. Et voilà, et nous serons à l'affût de cette information. Et d'une minute à l'autre, on parlera de délivrance des documents officiels. Où en est-on avec la mise en place de l'ONI? On aura notre appel cash, notre invité, dont on se gardera le droit de garder l'anonymat pour l'instant. D'une minute à l'autre, on va en parler. Djibril, oui, on vous écoute.
Oui, j'ai tellement demandé la parole. Je comprends par là que mon cher Caps, je commence par lui, qui a vraiment un bagou. Et mon cher Babila, qui est aussi on ne peut pas l'arrêter dans son argumentaire. Alors, ce que je voudrais ajouter par rapport à cette histoire de Kassori et de Luceni Nabé, moi, quand même, j'ai un petit mot à dire en ce qui concerne sur le profil et bien évidemment sur la caution que Luceni doit payer. Sur le profil de Luceni Nabé n'est pas n'importe qui. C'est le backup des transactions financières sous l'ère Alpha Condé. C'est l'homme à tout faire. Donc, ça ne voudrait pas dire que ce sont ses ressources personnelles. Allez-y, Gabriel. Luceni Nabé, c'est 10 ans d'inos dans la grisaille. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas... Vous pensez que les 10 milliards... Oui, je pense qu'on ne peut pas laisser cette affaire comme ça. Et cela dit, la Banque centrale, la BCRG, l'institution dont il dirigeait, a le devoir, a le rôle de chapeauter la politique monétaire et financière. Et je voudrais qu'on s'appesantisse, qu'on s'accentue sur ce dernier concept, sur cette expression, la politique financière. Alors, Luceni Nabé est accusé d'avoir violé les procédures sur les passations de marché. Vous savez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et son avocat l'a évoqué en ce qui concerne cette affaire d'Afinor, cette entreprise belge, et cette histoire de 3 tonnes d'or. Donc, c'est tout à fait normal que son avocat, ou lui en question, et s'explique. Et je voudrais quand même ajouter ceci, cette analyse. En fait, c'est une bataille d'opinion, Djiba. C'est une bataille d'opinion. Chacun tire le drap de son côté. Voilà. Vous pensez que Luceni Nabé va accepter de payer 10 milliards alors qu'un simple citoyen lambda n'a même pas 5 millions dans son compte? Pas du tout. Comment ça va être interprété du côté du conseil de Luceni Nabé? Ça sera une insulte vis-à-vis de l'opinion. Et de l'autre côté, quand on parle de la CRIEF, c'est une bataille. Ce que vous ne savez pas, dans la même procédure, il faut accepter, dans la même procédure, il y a un immeuble à Kaloum qu'on a attribué à Luceni Nabé, mais après toute vérification, qui n'est pas vrai. On dit qu'il est détenteur ou qu'il est propriétaire de cet immeuble. Il dit, mais si c'est selon nos renseignements, qu'il aurait confié à ses avocats, si vraiment ce bâtiment, cet immeuble m'appartient, mais qu'il prenne le bâtiment. Voilà. Babila, tu as eu ton temps de parole, tu as tellement de... Allez-y, c'est là aussi l'émission, tu as tellement du bagou, je te respecte. Mais ce que je voudrais quand même ajouter du côté de la CRIEF, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une bataille politico-judiciaire, voire même économique. Donc, la CRIEF, je vais dire, ne va pas poursuivre n'importe qui. Manu est là, Manu est assis, il est tranquille. C'est pas... En fait... Manu n'a pas géré. Oui, ce qui veut dire que la CRIEF ne va pas se laisser faire, et Luceni n'est pas n'importe qui. Et je voudrais quand même ajouter ceci, parce que j'ai parlé tout à l'heure en prologue de mes interventions sur la caution, les 10 milliards. Donc je voudrais quand même parler du cautionnement, parce que ce qui a été prévu selon le code de procédure pénale sur le cautionnement, c'est qu'il y a la nature de l'infraction et les ressources dont dispose le détenu, si vous voulez l'inculper. Donc, en parlant de Luceni Nabé, tout laisse croire, ça peut donner quand même des interprétations par rapport à sa gestion, parce qu'il a fait 10 ans d'une os dans la grisaille. Donc, parler de 10 milliards, donc nous on est amené à dire que derrière, Luceni Nabé peut quand même payer ce montant. Donc l'article 247, toujours par rapport à ce cautionnement, prévoit si Luceni Nabé a tous les arguments, si vous voulez, tous les motifs pour dire que lui, il n'a pas pris ces 3 tonnes d'or, alors cette disposition, l'article 247 du code de procédure pénale lui confère, en tout cas lui donne la possibilité d'être libéré. Donc si c'est le contraire, il sera toujours détenu. Donc je reviens sur l'argumentaire de Babila tout à l'heure, sur la marge de manœuvre de la Cour suprême. Alors le 10 janvier, la Cour suprême a toute cette marge de se prononcer. Voilà, merci beaucoup Gabriel, et surtout lorsque vous êtes... On fixe la caution en fonction aussi de l'affaire qui est mise en cause. Et sans oublier que si vous respectez les dispositions,
on vous restitue la première tranche. Et si vous remportez le procès, eh bien, on vous restitue toute la somme. C'est ce qui est prévu dans la loi. Oui, Emmanuel, avant de partir avec la question de l'ONU. D'accord, rapidement. Moi, je voudrais m'intéresser par rapport à la démarche de la Cour suprême. Vous savez, dans les facultés de droit, on nous apprend que lorsque le juge doit se décider, doit délibérer, il se conforme par rapport à la loi, par rapport à la jurisprudence, à la coutume ou à son intime conviction. À un moment donné où on décide de mettre en délibéré, parce que quand on dit mise en délibéré, pourquoi on parle de mise en délibéré? C'est pour que le juge puisse avoir tout le temps de réfléchir, pour voir est-ce que je dois prendre cette décision, puisque toutes les plaidoiries ont été faites, toutes les preuves ont été brandies. En tout cas, la décision finale lui revient. On a parlé depuis ce long moment-là où on ne fait que mettre en délibéré. Comment est-ce que cette situation, je ne la vois pas autant complexe pour que des juges de la Cour suprême, autant expérimentés qu'ils sont, parce qu'ils ont au moins 20 ans d'expérience pour se retrouver à la Cour suprême, comment est-ce qu'ils peuvent se retrouver à chaque fois pour mettre en délibéré cette situation-là? Je pense que, comme Babila le disait, il y a fort à craindre que la politique s'est infiltrée dans une procédure judiciaire, et comme mon professeur de droit le disait toujours, chaque fois que la politique rentre dans un tribunal, le droit s'en sort par la fenêtre. Et voilà, Emmanuel Loi, ce qui est bien dit. On va à présent partir avec l'appel cash sur la question de l'Office national de l'identification, les problèmes de passeport en Guinée, les titres de séjour et tout ça. On en parle dans un court instant avec l'équipe du jour. Sur Espace, ici, nous donnons le ton sur l'exclusivité, la quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le Before DGG, tous les matins, 9h midi. L'appel cash avec notre invité surprise. On parle de ces documents de voyage, puisque le problème se pose avec acuité. On en parle ici à Conakry, à l'étranger. Les citoyens, c'est un véritable casse-tête. Et tout récemment, une décision du ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui demandait à la DCPAF de passer la main à l'Office national d'identification en tout ce qui concerne la confection des documents de voyage. Babila, on en parle avec vous. Vous en savez beaucoup sur ce dossier. Pour l'heure, ça m'amuse un peu. Pour l'heure, il faudrait apprendre aux Guinéens que si nous évoluons dans cette situation telle qu'elle est, on risque un jour de se retrouver sans situation, sans identité. Vous n'êtes pas sans savoir que les cartes d'identité nationales sont fabriquées par des étrangers et que le serveur qui abrite les données biométriques des Guinéens se trouve en dehors de notre pays, à l'étranger, notamment en Malaisie. Vous n'êtes pas sans savoir que les passeports des Guinéens, toutes les données sont stockées en Malaisie, donc sur un territoire étranger. Les extraits de naissance qui sont en cours d'élaboration aussi, ou en tout cas de délivrance dans les commissariats, c'est pareil. Donc, tous les documents officiels qui sont délivrés aux Guinéens sont stockés, les données de ces documents sont stockées ailleurs. Si un jour la Malaisie, un beau matin, ces sociétés-là se réveillent et qu'ils décident de faire de chacun de nous sans identité, cela va intervenir sans aucun risque, parce que la Guinée, jusqu'ici, après 60 ans d'indépendance, ne dispose pas de ces données d'identification sur son territoire. Venons-en justement à cet office. Nous aurons le temps de parler de là. Nous avons M. Elhadj Bailali, directeur général de l'Office national de l'identification. Monsieur Lee, bonjour. Bonjour, bonjour à toute l'équipe des Grandes Gueules. Voilà, merci de nous rejoindre. Comment allez-vous? Merci, nous nous portons bien par la grâce divine. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi l'Office national d'identification et c'est quoi sa mission avant de parler de ces documents de voyage? La genèse de l'Office national d'identification remonte, disons, au 5 septembre, date du changement qui a vu l'avènement du CNRD au pouvoir, avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Et l'objectif poursuivi était vraiment dans le cadre de la refondation de l'État, le renforcement de la surveillance de nos frontières, donc
Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, il y a la direction centrale de la police aux frontières qui devrait être allégée et renforcée en même temps pour permettre à cette direction de s'occuper de sa mission régalienne de nos frontières. Avec la plupart, disons, 80 à 90% du temps de la DCPAF est consacré à la production des documents de voyage, passeport, visa et carte de séjour. Donc, pour renforcer la surveillance de nos frontières, la haute autorité a décidé de créer l'Office national d'identification qui prendra la lourde tâche, j'ai dit la lourde tâche, de la production des documents d'identité de voyage et de séjour en République de Guinée. Et, dernier, le président de la République, par décret, a nommé un directeur général que je suis et un adjoint pour s'occuper à la fois de la création de l'Office national d'identification aux côtés de la tutelle qui est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ce Bachir Diallo. D'accord. Donc, oui. Depuis cette date, pour résumer, aller rapidement, nous avons effectué beaucoup de choses et sous la supervision du ministre de tutelle, bien évidemment, un plan d'action provisoire. Nous avons travaillé sur le cadre organique et organisationnel et un site a été mis à la disposition de l'ONU. C'est l'ancien site occupé par Rio Tinto que l'État a récupéré et puis aménagé et entièrement équipé à date. Donc, nous avons travaillé également sur l'installation de l'infrastructure IT, la fibre optique, parce qu'on a beaucoup tapé sur le partenaire Iris à un moment donné, et à juste raison. Quand il y a eu, souvenez-vous, de cette rupture des carnets, là, le PDG d'Iris, le Malaisien, était passé en Guinée, on lui a mis en demeure d'appliquer certaines résolutions. Et dans la convention, l'État devrait aussi apporter tout ce qui est réseau, que ce soit EDG et puis Internet, ce qui faisait défaut en plus du site. Actuellement, on dispose non seulement du site, et puis la fibre optique est là grâce au concours du ministère Poste et Télécommunications et de l'ANDE, surtout l'Agence nationale de digitalisation de l'État. Nous avons une connexion dédiée, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et puis, disons que le partenaire aussi a participé à l'aménagement du site. Les portiques ont été sécurisés via Fingerprint, donc les empreintes digitales pour accéder dans les différents bâtiments. Le système de surveillance caméra a été mis en place. Donc, voyez-vous, nous attendons juste d'être opérationnels parce que le site est aménagé et bien équipé. Oh. Maintenant, au niveau opérationnel, nous avons également travaillé sur une plateforme pour permettre à nos populations vraiment d'accéder au site, organiser la production et puis de l'accueil jusqu'à la remise des documents. Et ce portail existe et puis nous sommes en phase de test avancé. Nous attendons juste la décision officielle, pour permettre... Allô? D'accord. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Et vous nous permettez d'interagir avec vous. Voilà tout, allez-y. Alors, vous dites qu'il y a beaucoup d'avancées en tout cas, mais pourquoi alors jusqu'ici l'Office peine à démarrer ses activités justement? Vous avez noté beaucoup d'avancées dans le dossier. Voilà, l'Office peine à démarrer les activités, mais aussi vous allez parler du portail. C'est quoi ce portail? C'est quoi l'adresse? Et quel va être, comment le citoyen qui voudrait avoir un passeport ou une carte d'identité ou autre chose, comment la personne va procéder? Bon, plusieurs questions à la fois. On va commencer par le cadre organique et organisationnel. Ce qui empêche, je dirais pas empêche, ce qui... retarde alors. Allez-y, est-ce que vous êtes... Oui. C'est surtout la signature du décret portant mission, attribution, fonctionnement, organisation. Vous savez, c'est un DPA en devenir, donc il nous faut ça pour pouvoir démarrer normalement nos activités. D'accord. Monsieur le directeur, depuis, nous apprenons du côté de la présidence que depuis le mois de mai dernier, ce projet de décret serait sur la table du président et peine à être signé parce que tout simplement, qu'il y a assez d'acquaintance autour, notamment les attributions, les missions qui vous reviennent par endroit qui a des départements qui voudraient avoir la paternité de la chose. Parlez-nous en détail, s'il vous plaît. Bon, je crois que, sans vouloir entrer dans les polémiques, parce que moi, je ne suis pas au secret des arbitrages en haut lieu, ce qui reste clair, c'est que
il n'y a pas de doute à ce niveau. Quand il s'agit de la carte d'identité nationale, c'est au niveau de la police, donc c'est au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Les choses sont claires à ce niveau. Malheureusement, il se trouve que nos populations font face à d'énormes difficultés pour obtenir cette carte d'identité biométrique parce que j'ai l'impression, et ça c'est mon avis personnel, que au niveau des services de l'état civil, beaucoup doit être fait en amont. Parce que, voyez-vous, je vais terre à terre, pour obtenir la carte d'identité nationale biométrique, il faut naître. Si on n'est pas né, on n'a pas besoin de papier. Et il faut une attestation quand on est né. Donc, extrait de naissance numérisé. Et cet extrait de naissance, ce sont les services de l'état public, de l'état civil qui l'établissent. Donc, quand le Guinéen a son extrait de naissance numérisé, l'obtention de la carte nationale d'identité biométrique devient chose aisée, ça devient simple. Donc, malheureusement, on a couplé les deux. Pour obtenir votre carte d'identité nationale biométrique aujourd'hui, on vous dit d'abord il faut tourner autour pour obtenir l'extrait de naissance numérisé. Et on a couplé ça par un paiement à la banque. Tout est compliqué. Nous, justement, notre ambition, c'est d'essayer de simplifier les choses. Vous pouvez avoir besoin de votre extrait de naissance numérisé à 15 chiffres avec le numéro d'identification personnelle qui est le service de l'état civil. Ce n'est pas le ministère de la Sécurité qui donne ça, c'est le ministère de l'administration du territoire. Il y a la charge des collectivités locales et l'état civil qui délivre l'extrait de naissance. Une fois que vous avez ça, vous vous adressez à un commissariat central qui relève du ministère de la Sécurité, vous obtenez rapidement votre carte d'identité biométrique. Les deux ont été couplés et ça alourdit la procédure. Et je ne dis pas que rien n'a été fait, beaucoup a été fait à ce niveau. Actuellement, il y a une forte mobilisation pour essayer de recenser les Guinéens, essayer de leur permettre d'obtenir ces documents. Il faut aussi s'attaquer au problème à la racine. Une forte mobilisation pour l'obtention d'abord de l'extrait de naissance. Sans extrait de naissance, il n'y a pas de carte d'identité. C'est la même chose, pas de passeport et surtout pas de permis de conduire. Voyez-vous, il faut s'attaquer au problème à la racine. L'Office national d'identification a un plan de travail concernant, premièrement, les passeports, visa, carte de séjour et deuxièmement, les cartes d'identité biométrique. Pour les cartes d'identité biométrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une autre société, un autre partenaire. Vous avez entendu parler de Multimédia, MMG, qui s'occupe des cartes d'identité biométrique, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Oui, on vous écoute, allez-y, vous êtes à l'antenne. Et avec les passeports, c'est une autre société, c'est Iris. Donc, depuis que nous sommes en place, nous avons invité le partenaire Iris et son représentant ici, Louba, et pour plancher sur un plan d'action, surtout du déploiement à l'intérieur du pays, parce que vous n'êtes pas sans savoir, le président de la République a été très ferme là-dessus. Il ne veut plus voir des compatriotes vivant à Zérékoré, Kankan, ailleurs, venir s'entasser à Conakry, attendre des mois et des mois pour obtenir un passeport. Et sans oublier nos compatriotes qui sont à diaspora, qui n'arrivent pas vraiment à obtenir ce fameux passeport. On a travaillé avec ces gens-là et un plan de déploiement à l'intérieur du pays est en cours d'élaboration. Et même, ils ont trouvé d'autres partenaires. Nous avons beaucoup avancé dans ça. Il faut impliquer évidemment le ministère des Affaires étrangères parce qu'il y a aussi ce déploiement qui doit être fait au niveau des ambassades. Et puis, pour le passeport proprement dit, l'autre question que je n'ai pas oubliée, concernant l'interactivité, en fait, c'est de ça il s'agit. C'est pas un refus quelconque. Voyez-vous, en Guinée, il n'y a pas un seul fournisseur d'identifiant à l'instar d'autres pays. Et qu'est-ce qui nous différencie, par exemple, d'un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, c'est que ces deux pays ont un seul ministère de l'Intérieur qui s'occupe non seulement de l'état civil et en même temps de tout ce qui est documents d'identité, de voyage et de séjour. En Guinée, les deux ministères sont séparés. Il y a la sécurité d'un côté, il y a l'administration des territoires de l'autre côté. D'où la nécessité de coopérer, de s'entendre et pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse délivrer un service public de qualité. Donc, il y a la multiplication aussi des bases de données. Donc, il y a l'interactivité de ces différentes bases de données. Mais moi, j'ai toujours dit en interne ici que le combat, ce n'est pas au niveau de la paternité de la base de données. On ne va pas se battre. Sur la paternité de la base de données. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que nous définissions, ou même qu'on légifère s'il le faut,
sur qui a accès à quelle base de données et à quel niveau et sous quelle forme. D'accord. Le directeur général de l'Office national. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. On a compris. Peut-être Caps voulait vous poser la question. Allez-y, Caps. Voilà. Donc la question, c'est par rapport à ce que vous reveniez sur le portail. C'est quoi l'adresse du portail, donc du site internet, mais également nous dire, est-ce que désormais on va rapatrier le serveur désormais en Guinée? Est-ce que c'est dans vos orientations? Pour le serveur, je vais finir par ça. Pour le portail, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être rapidement, le portail est en phase de test. Ce que les auditeurs doivent comprendre, c'est que l'ONU ne délivre pas pour le moment le passeport et l'ONU n'organise pas les prises de rendez-vous en ligne. L'ONU peut le faire, mais pour le faire, on a besoin vraiment du OK dans nos lieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut le transfert d'activité d'abord pour que nous puissions lancer officiellement la plateforme. Mais les possibilités existent. Nous pouvons par exemple permettre aux Guinéens de prendre rendez-vous en ligne, venir tel jour et se faire enrôler en 30 minutes, ils repartent. Ils reçoivent un SMS pour venir récupérer leurs documents. Le système est déjà là. Je peux vous communiquer une adresse pour tester, mais comme c'est en phase de test, je crois que je me réserve d'abord le droit de garder ça en interne. D'accord. Mais le site internet existe, il est fonctionnel. Je peux vous donner ça en privé. Si d'accord, il n'y a pas de problème. Nous le ferons. Nous le ferons. Votre numéro de téléphone, oui, vous avez votre SMS, tout et tout. D'accord. Comprenez ça? Oui. Maintenant, pour le serveur, beaucoup a été dit concernant la base de données pour les passeports. C'est une question de souveraineté nationale. Le ministre nous avait dit clairement que l'objectif poursuivi était de récupérer cette base de données parce qu'elle appartient à la Guinée. Pour nous, il est inconcevable qu'une société privée puisse domicilier des informations sur nos concitoyens à l'extérieur du pays. Nous avons abordé ce problème avec le représentant de la société Iris en Guinée ici, Louba, et ils nous ont dit qu'une fois le transfert effectué, il y aura un rapatriement de la base de données. C'est essentiel parce qu'il y a aussi techniquement ce qu'il faut savoir. Quand vous venez déposer une demande pour obtenir votre passeport, soyez rassurés que le système doit comprendre est-ce que c'est une première demande, est-ce que c'est un renouvellement. Et pour ça, il faut que la base de données, on puisse consulter celle-ci en temps réel. Voilà. D'accord. Et ça, oui, c'est quelque chose que le partenaire a promis de faire, c'est par étapes. Nous travaillons pour le moment en amont pour essayer vraiment de faire vivre l'Office national d'identification, comme je l'ai dit au départ tantôt. D'accord. Peut-être une dernière question rapidement, puisqu'on est pris par le temps. Les Guinéens à Conakry rencontrent des difficultés dans l'obtention de leur passeport. Il faut attendre plus d'un mois pour rentrer en possession, ce qui est facile sous d'autres cieux. Ceux qui sont à l'étranger, en France par exemple, j'y ai été, il y a beaucoup de jeunes Guinéens qui finissent les études, ils changent de statut d'étudiant parce qu'ils commencent à travailler. Le passeport est expiré, vous ne pouvez pas travailler, on vous remercie. Est-ce que vous êtes en train de dire ce matin, lorsqu'on va transférer les travaux, c'est-à-dire de la police, de la direction générale de la police, au niveau de l'Office national d'identification, ça veut dire que tous ces ennuis-là seront derrière nous? Oui et non. Oui pour les Guinéens qui sont en règle, qui sollicitent l'obtention d'un document guinéen. Pour eux, bien évidemment, les problèmes seront derrière nous. C'est par étapes que nous allons procéder. Par contre, n'oubliez pas qu'il y a un autre problème, un problème très, 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 très délicat. Il s'agit des gens qui ont soit changé leur âge ou le nom et autres. Ça ne se règle pas à notre niveau. Il faudrait peut-être, à l'instar de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, légiférer, soit une loi d'amnistie et autres, pour permettre à ces gens-là de régulariser leur situation. Ça se fera sous forme de commission impliquant la justice et autres. Bref, l'autorité pourra décider sous quelle forme. Et l'Office national d'identification ne décidera pas du tout de changer les identités des gens ou d'octroyer des passeports à des gens qui ne devraient pas l'obtenir. Ça, c'est clair. Donc, concernant ces cas-là, nous ne pouvons pas régler le problème du jour au lendemain sans instructions formelles venant d'en haut. Par contre, les autres Guinéens qui sont en règle, et nous mettrons un système en place qui pourra leur fournir les documents dans un bref délai. C'est un engagement que nous prenons et c'est possible de le faire. D'accord, voilà, on avait comme invité au compte de l'appel caché Ladji Bailali, directeur général de l'Office national d'identification. Monsieur Lee, merci d'avoir accepté notre invitation.
À moi de vous remercier. Merci à toute l'équipe et aux nombreux éditeurs de l'espace. Merci. Voilà, merci beaucoup. Nous préparons avec la page publicitaire. On se reprend tout de suite. On va relayer vos réactions sur Twitter avec hashtag #BeforeDGG. Vous pouvez réagir à cette émission dorénavant. Les messages, nous allons les prendre. On se retrouve dans un court instant. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou, Mamoudou Babila Keita, Emmanuel Loua, Kabz, Djibril Ba, Félix Milimouno forment le Before GG.